Même si ce championnat est très ouvert, certains pilotes comme Didier Pironi se distinguent. « 1982 est la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1, celle avec le plus de vainqueurs différents, une période tendue avec le conflit FISA-FOCA, mais pas seulement. Beaucoup de surprises, des batailles spectaculaires et des drames avec un champion inattendu. Nous en sommes à l'épisode 10 de la série et j'invite ceux n'ayant pas vu les épisodes précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. 1982, la saison folle, direction Brands Hatch pour le 10e rendez-vous de la saison. Les équipes indépendantes les plus fortunées ont accepté d'abandonner les jupes aérodynamiques en échange de concessions venant de Balestre. Le règlement 1983 se dessine peu à peu et les tensions ont tendance à s'apaiser. Même s'il y a encore quelques frictions, on parle de retrait de wing-car, plus de pneus qualif, ça reste un petit peu tendu. Si les écuries de la FOCA ont accepté ça, c'est parce que les plus fortunées d'entre elles négocient avec des motoristes turbo. Mais certains, comme Tyrrell et Ligier, continuent de se battre contre cette technologie, mais leur croisade est peine perdue. La Formule 1 alterne entre Brands Hatch et Silverstone pour accueillir le Grand Prix de Grande-Bretagne. Deux circuits radicalement différents. Brands Hatch est plus typé circuit anglais que Silverstone avec ses portions sinueuses. Le premier virage de Paddock Hill est le spot du circuit. Les voitures quittent le premier secteur en s'évadant dans la forêt et reviennent à la civilisation pour le dernier virage. C'est le dernier circuit où les moteurs atmosphériques pourront se battre à la régulière avant un petit moment. Watson et Rosberg, les pilotes atmosphériques les mieux placés au championnat, devront marquer le coup. En tout cas, Keke est attendu au tournant. Souvent en tête de course, le Finlandais n'a jamais réussi à concrétiser, son compteur de victoire est toujours nul. Il essuie les critiques. Bernie Ecclestone et Gordon Murray ont testé à Donington une stratégie. Remplir les réservoirs à 50% afin que les pilotes puissent profiter d'une voiture plutôt légère afin de s'échapper et de ravitailler en course. Le tout évidemment en remportant l'épreuve. Bref, le ravitaillement en essence et les arrêts stratégiques sont sur le point d'arriver en Formule 1. Et puis ce n'est pas seulement une économie de poids, c'est aussi une économie de pneus et de freins. Moins de poids à emmener dans les virages, donc moins d'usure pneus, une meilleure gestion et moins de poids à arrêter, donc les freins, ils en prennent moins. Le monde de la Formule 1 attend Brabham au tournant car c'est à Brands Hatch qu'il devrait tester cette stratégie. Mais connaissant Ecclestone, certains pensent que ce n'est qu'un coup de bluff visant à attirer les regards. En effet, le sponsor principal de l'écurie britannique, Parmalat, est sur le départ. De plus, même si Patrese confirme que c'est réalisable, l'Italien n'est pas convaincu par le fait de confier sa voiture entre les mains de ses mécaniciens. Après son accident au Canada le laissant avec un poignet cassé et un forfait à Zandvoort, Nigel a insisté pour revenir chez lui. Malgré sa prothèse, le pilote Lotus est courageux et prend le volant. Chez March, la voiture privée confiée à Emilio De Villota depuis la Belgique n'a jamais pris le départ d'une course. L'Espagnol n'a jamais réussi à se qualifier et décide de renoncer. Ligier se bat encore et toujours avec leur fameuse GS19 et se pointe en Angleterre avec 4 voitures, 2 GS19 et 2 GS17B en réserve. Plusieurs ajustements ont été faits sur la GS19 développée par Jean-Pierre Jabouille, mais Jacques Laffite est de moins en moins patient. Chez l'autre écurie française, on ne peut plus attendre également. Les rumeurs veulent qu'Arnoux quitte l'équipe en fin d'année et Alain Prost en a ras-le-bol des abandons et du manque de fiabilité. Aucune voiture n'a franchi la ligne d'arrivée depuis le Grand Prix du Brésil, deuxième épreuve de la saison. Malgré tout, Alain et Renault sont toujours dans la lutte pour le titre et Brands Hatch doit voir des résultats. Keke était attendu au tournant et a répondu immédiatement en signant sa première pole position en carrière. Sa Williams est une merveille sur ce circuit bosselé. Derrière lui, on retrouve les deux Brabham. Patrese devant Piquet, Pironi est 4ème. Son équipier tombé fait partie des déceptions, seulement 13ème sur la grille, derrière John Watson. Niki Lauda sauve l'honneur de McLaren en étant 5ème. Les deux Renault sont plus à la peine, Arnoux 6ème et Prost 8ème. Les deux ATS, Raoul Bezel et Jan Lammers, sont éliminés après la journée du samedi.
Il fait très chaud en ce dimanche 18 juillet 1982. Les pilotes s'apprêtent à souffrir sur les 76 tours de course de ce circuit difficile. Le public anglais répond présent et la Royal Air Force assure le show dans le ciel. Pironi est en forme en ce moment. Bien sur la piste et bien dans sa tête, depuis sa 4ème place sur la grille, le Français sait qu'il peut prendre la tête du championnat. Rosberg vise sa première victoire après sa première pole. Mais il y a un problème sur la voiture du Finlandais. Son moteur V8 Ford Cosworth ne démarre pas. Cruelle désillusion pour le pilote et l'équipe, alors que les autres voitures s'élancent pour le tour de chauffe. Le chef mécanicien, Alan Chellis, asperge d'eau la voiture qui démarre enfin, mais Keke prendra le départ depuis la dernière place sur la grille. Patrese hérite donc de la pole position, mais l'Italien cale à son tour et c'est malheureusement Arnoux qui percute l'Italien. Heureusement, le reste du paquet évite les deux accidentés. Piquet mène la course devant Niki Lauda, Pironi, De Angelis, Alboreto et De Cesaris. Le troisième tour est marqué par plusieurs sorties de piste. Chico Serra et Jean-Pierre Jarier s'accrochent et embarquent avec eux John Watson. Le leader du championnat abandonne. Piquet mène toujours la course et creuse l'écart avec son réservoir à moitié rempli, tandis que Tambay doit de nouveau défendre sa place face à un Rosberg survolté. Retournement de situation au 10e tour. Nelson Piquet est au ralenti. Problème de pompe à essence. Il faudra attendre pour voir le premier ravitaillement. Lauda prend la tête de course devant Pironi et Tambay se fait dépasser au tour suivant par Rosberg. Surprenant détenteur du record du tour aux Pays-Bas, Warwick attaque Derek Daly à Paddock Hill. Manœuvre audacieuse et remarquée pour le pilote Toleman. Warwick est en feu et fonce sur la Ferrari de Didier Pironi 2e. Derek confirme alors son potentiel et Toleman ses évolutions. Il attaque de nouveau à Paddock Hill. Pironi, qui a beaucoup plus à perdre, ne joue pas au héros. Le public se demande si le Britannique peut aller chercher Lauda 25 secondes devant, mais la Toleman ne s'échappe pas. Pironi et De Angelis sont juste derrière avec une Williams à un tour. Un peu plus loin, on retrouve De Cesaris, Tambay et Laffite. Mais Toleman devra attendre pour obtenir son premier point. Derek est victime d'un problème de cardan et doit renoncer. La fin de course est tendue entre Tambay qui remonte fort sur De Angelis. Le Français est ralenti par Giacomelli à un tour, mais parviendra à prendre la 3ème place sur la Lotus dans le dernier tour de course. Niki Lauda, lui, a assuré jusqu'au bout et remporte sa 19e victoire en Formule 1. Didier Pironi, 2e, prend la tête du championnat et Patrick Tambay grimpe sur son premier podium en Formule 1 pour sa 2e course en rouge. Preuve qu'Enzo Ferrari et Marco Piccinini ne se sont pas trompés. Derrière, Alain Prost marque le point de la 6e place après une course anonyme en milieu de peloton. Ce point symbolise beaucoup de choses. Quatrième succès de la saison pour McLaren avec une voiture vieillissante. L'équipe de Ron Dennis est toujours devant au championnat constructeur, mais Ferrari se rapproche. Au championnat, Lauda remonte à la 3ème place derrière Watson qui paie cher son résultat blanc. Pironi, lui, mène par 5 points. La France tient peut-être son premier champion du monde de Formule 1. Pour la première fois depuis le début de l'année, un pilote semble sortir du lot. Cela tombe à pic parce que le prochain Grand Prix aura lieu sur le circuit Paul Ricard, le premier des 2 Grands Prix tenus dans l'Hexagone. Avec Renault qui termine enfin une course, Patrick Tambay qui décroche son premier podium en Formule 1 et Didier Pironi qui continue de démontrer de quoi il est capable, les Français peuvent espérer entendre la Marseillaise dans le Var. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que le week-end le plus calme de la saison 1982, même s'il y a eu de belles batailles en piste, vous aura plu. Quoi qu'il en soit, encore merci pour tous les retours positifs que vous faites à cette série. Je vous oriente sur les plateformes d'Ed l'Oméga qui a fait la plupart des musiques de la série et qui contribue franchement à la réussite de cette dernière. Quant à moi, vous trouverez également dans la description les liens de mes réseaux sociaux. Encore une fois, merci à vous tous. L'épisode 11 sur le Grand Prix de France, c'est lundi prochain, alors portez-vous bien. Et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.